Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité, police, justice et notre dossier de la semaine avec cette avancée dans l'enquête sur le double meurtre du Loiret. L'assassinat le 21 octobre dernier de Karine Fouché, cette infirmière de 42 ans sauvagement tuée, tout comme Jacques Sanson, son patient, un homme de 84 ans. 3 personnes, un frère, une sœur notamment, sont mises en examen depuis vendredi soir. Leur profil, leur possible mobile, tous les détails. Ce sera avec Dominique, avec nos invités. Dans un instant, nous ferons un point très précis. Ce sera juste après les dernières précisions signées Elisa Tran. 8 semaines après les meurtres de l'infirmière et de son patient, la piste crapuleuse apparaît comme la plus évidente aux yeux des enquêteurs. 3 personnes ont été mises en examen vendredi, dont un frère et une sœur. Les investigations à la fois de police technique et scientifique, la téléphonie, les témoignages ont permis d'impliquer dans la commission de ce double crime Fazia Mekchiche. C'est une chalétoise âgée de 40 ans, de son frère âgé de 33 ans, Messaoud Mekchiche. Ce matin du 21 octobre, les 2 malfaiteurs se seraient d'abord rendus chez leur voisin Jacques Sanson. Son pavillon a été fouillé. Le cheminot à la retraite, frappé à plusieurs reprises et surtout amputé des 2 mains. Son corps positionné au pied de son lit, caché par des couvertures. Les enquêteurs ignorent encore la raison de cette macabre mise en scène. Ce jour-là, lors de sa visite habituelle, Karine Fouché est-elle tombée nez à nez avec les agresseurs ? Un chouchou et une barrette pour les cheveux lui appartenant ont été retrouvés dans la maison. L'infirmière aurait ensuite été emmenée de force à bord de sa propre voiture. La localisation de son téléphone permet d'imaginer la suite des événements. Cet iPhone va se retrouver à l'endroit d'un retrait d'une somme de 800 €, un distributeur automatique de billets de Chalette-sur-Loing avec la carte bancaire de Madame Fouché, dont on peut penser que le code lui a été extorqué. Puis son téléphone indiquera la route de panne. C'est ici, sur le bas-côté, que l'infirmière, poignardée, a été laissée pour morte par ses ravisseurs. 3 mises en examen, les précisions du procureur vendredi. On va essayer de comprendre le scénario, ce qui a pu se passer avec nos invités. Maître Alexandre Lavilla, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Montargis. Vous défendez le mari de Karine Fouché, cette infirmière tuée, on le disait, ce 21 octobre. Jacques Fonbonne, à vos côtés, bonjour. Vous êtes général de gendarmerie. Vous avez été commandant de la section de recherche d'Orléans, celle qui travaille précisément sur ce dossier. Et à vos côtés, Mathias Tesson, journaliste BFM TV. Vous avez enquêté à Montargis sur ce double meurtre. Maître, d'abord peut-être une question. Que sait-on à ce stade, que savez-vous des personnes qui ont été mises en examen? On dit un frère et une sœur notamment. Alors ce qu'on sait pour le moment est relativement limité, puisque manifestement ils habitaient à proximité de chez Jacques Sanson, la première victime. Quelques centaines de mètres. Oui, quelques centaines de mètres. Manifestement, d'après les informations qu'on nous a données, ils avaient déjà connu son domicile, il y aurait eu des liens. Fazia Mekchiche aurait travaillé pour Jacques Sanson. Comme femme de ménage? Comme femme de ménage, c'est ce qui semble se ressortir des éléments qu'on a aujourd'hui. Et après cela, on a un profil difficile. Bon, manifestement, pour Fazia Mekchiche, on a une situation assez défavorisée. Et son frère, on a un profil beaucoup plus ancré dans la délinquance. Manifestement, on nous parle de quelqu'un qui aurait déjà de multiples condamnations sur son casier judiciaire, qui serait polytoxicomane. Enfin bon, un profil qui pourrait coller avec un mobile assez crapuleux. Et ça expliquerait, voilà, c'est ça le mobile crapuleux. Donc le mobile, c'est quoi? Ce serait l'argent. A priori, la première piste, celle qui on suit le plus aujourd'hui, c'est celle d'un cambriolage ou d'une tentative d'extorsion qui aurait mal tourné. Premier indicateur qu'on a sur cette question-là, c'est 800 € qui aurait été retiré via la carte bancaire de Karine Fouché. Jacques Fonbonne, le motif crapuleux se dessine pour vous? Alors il se dessinerait effectivement autour de cette somme parce que l'auteur présumé se serait vanté auprès de gens qu'il connaissait de disposer de cette somme de 800 €, alors que manifestement c'est pas du tout dans ses habitudes d'avoir quelques euros devant lui. Et je crois que c'est un des éléments effectivement à partir desquels les enquêteurs de la SR d'Orléans ont fait le rapprochement. Puis il y a cet élément assez troublant aussi, l'une des 2 mises en examen, Fazia Mekchiche, 40 ans, qui dans le passé, en 2017, a déjà travaillé au domicile de Jacques Fonbonne, vous l'avez dit, de Jacques Sanson, pardon, qui en tant que femme de ménage. Et il y a une histoire de chèque volé dont
dont on sait qu'en 2017, selon les dires des uns et des autres, Fazia Mekchiche aurait volé des chèques et s'en serait servi, les aurait remis en banque sans l'accord de Jacques Sanson. On parle d'une somme d'1 millier d'euros, ce qui peut accréditer encore un petit peu plus la thèse crapuleuse, le motif crapuleux, le mobile crapuleux pour ce crime. Jacques Fonbonne, est-ce que c'est une enquête facile ? Il n'y a jamais d'enquête facile. Le colonel Andreu et son équipe ont fait un travail extrêmement rapide parce que je crois qu'ils ont bien enchaîné les éléments. Il y a un lien qui est souvent commun aux affaires d'homicide, sauf pour les affaires qui sont commises par les meurtres qui sont commis par des psychopathes ou les meurtres de prostituées. Moi, je sais que j'ai eu toutes les difficultés sur les meurtres de prostituées dont j'ai été saisi à résoudre les affaires. C'est qu'il y a toujours un lien. J'ai l'habitude de dire qu'on est toujours tué par quelqu'un qu'on connaît, par quelqu'un qui vous connaît. Alors c'est intrafamilial, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est le crime passionnel. Et même dans le crime crapuleux, on l'illustre ici, c'est-à-dire que on a la colère ou simplement cette personne qui aurait volé des chèques, qui a été condamnée et qui sait que M. Sanson est un retraité, il est vieux, et il suffit d'être un peu plus faible, il suffit d'être un tout petit peu plus riche que les autres pour devenir un objet de convoitise. Et c'est ça la difficulté des enquêteurs, c'est qu'à partir des constatations, il faut établir ce lien. Et lorsqu'on a établi le lien, les choses deviennent infiniment plus faciles. Évidemment. Mathias, pour qu'on comprenne aussi le contexte, Montargis n'est pas très grand, c'est un petit village, là en l'occurrence, ça veut dire que les gens se connaissent. Comment on réagit dans le village ? Chalette-sur-Loing, Ferrières-en-Gâtinais, c'est deux petites villes qui sont séparées de quelques kilomètres. Chalette-sur-Loing, par exemple, là où habitait Jacques Sanson, c'est seulement 12 000 habitants. Il y a cette inquiétude, notamment chez les collègues et amis de Karine Fouché, qui sont elles aussi pour certaines infirmières, d'avoir déjà croisé dans le passé l'un ou les deux peut-être mis en examen. L'une de ses amies infirmières me confiait que dans l'exercice de son métier, elle aurait peut-être même pu déjà soigner l'une des deux mises en examen, cette femme de 40 ans. Et puis voilà, c'est effectivement un tout petit village, tout le monde se connaît et il y a cette inquiétude vraiment prégnante de connaître ces individus. À ce stade, je crois que ce n'est pas le cas du mari de Karine Fouché qui ne croit pas les avoir déjà croisés, mais forcément ça doit susciter en lui un émoi supplémentaire. Alors, un petit village, c'est un petit peu fort. Vous avez une ville de 12 000 habitants, vous ne connaissez pas forcément tous les voisins. Mais effectivement, Chalette, c'est un petit quartier où ça s'est produit, qui est assez résidentiel, qui est assez tranquille, dans lequel, manifestement, la famille Mekchiche dénotait un petit peu. Mais en revanche, Ferrières-en-Gâtinais, où habite le mari de Karine Fouché, est un petit peu éloigné. Donc on n'a sans doute pas de contact qui ait pu être fait avec eux. Et je ne pense pas qu'on avait une connaissance préalable. En revanche, la connaissance préalable, je rebondissais sur ce que vous disiez, tout à fait vrai, c'est vraisemblablement pour ça qu'on choisit. Quand Fazia Mekchiche et Messaoud Mekchiche, enfin bon, pour le moment ils sont présumés, ils sont auteurs présumés innocents. Les auteurs présumés, s'ils choisissent cette maison-là, cette personne-là, c'est parce qu'effectivement il y a un lien, il y a quelque chose. Il y a eu une plainte, il y a un ressentiment, il y a de la colère, il y a une connaissance des lieux, on sait que c'est une personne vulnérable, on sait que c'est une personne fragile. Comment a réagi le mari de Mme Fouché en apprenant que des suspects avaient été interpellés ? Alors pour lui c'est évident que c'est un grand soulagement. Parce que lui, la première chose que vous voulez quand vous subissez un drame comme ça, c'est que vous voulez savoir ce qui s'est passé et puis vous savez que les auteurs soient arrêtés. Et donc c'est un vrai moment, c'est un vrai soulagement, c'est un vrai poids en moins de savoir qu'on a interpellé les auteurs. Mais justement, vous le soulignez, on n'est peut-être pas à la fin de cette histoire. Le motif crapuleux est au début, mais vous le disiez, généralement, si on agit, c'est où qu'on a repéré les lieux. C'était le cas, visiblement. Mais qu'il y a peut-être du ressentiment, qu'il y a peut-être des choses. Jacques Fonbonne, il y a un élément qui reste troublant dans ce dossier, c'est qu'on le rappelle, cet octogénaire a eu les mains sectionnées, post-mortem, les mains qui n'ont pas été retrouvées. Ça colle pas avec ce côté purement crapuleux. Alors, c'est vrai que c'est une des premières choses qui m'a interpellé quand j'ai regardé un petit peu la presse et les communications du procureur de la République. C'est vrai que c'est pas logique dans un motif crapuleux. Ça fait mise en scène, ça fait effectivement, j'allais dire, crime rituel. Et c'est pour ça qu'une des premières choses qu'ont fait les gendarmes, ça a été de solliciter le service de l'analyse comportementale, le profilage en quelque sorte, mais la gendarmerie n'aime pas beaucoup ce terme, c'est-à-dire à partir d'une scène de crime, à partir des éléments physiques de la scène de crime, essayer de déterminer le lien, le rapport entre l'auteur et la victime et le profil psychologique des victimes. C'est effectivement pas logique, sauf
On coupe les mains pour enlever, par exemple, l'ADN que la personne aurait pu avoir sous les ongles si on s'est battu. Retarder l'identification. Moi, je me rappelle d'une affaire à Nice où on avait retrouvé 3 cadavres sans pieds, sans mains, sans tête, de façon à retarder l'identification. Ou alors, absolument, vous avez fait une émission dessus. Et ou alors, c'est un coup de, je ne veux pas dire un coup de folie, mais un coup de perte de repère. On se venge en quelque sorte sur le cadavre après l'avoir tué. Et l'un des deux auteurs présumés est connu pour sa polytoxicomanie. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des analyses toxicologiques qui ont été faites sur ces deux suspects. Il semblait, selon les dires de certains, être accro à différents stupéfiants. Est-ce que ça peut expliquer aussi la violence de cette amputation sordide des deux mains de ce vieil homme? Oui, ça peut l'expliquer. Et on précise que les 2 meurtres ont été particulièrement violents. Oui, paraît-il. Je veux dire, on ne peut pas donner de détails par respect pour les familles des victimes, mais je crois que ça a été particulièrement violent. Mais effectivement, ça peut être caractéristique d'un état de manque de stupéfiants. Alors, une stratégie, emporter les mains d'une des victimes pour peut-être faire disparaître des indices, et puis en même temps, un peu d'amateurisme, puisque on retrouve, ces personnes sont identifiées grâce à l'ADN de Fazia Meghiche, qui est retrouvé sur les vêtements de l'infirmière. On le retrouve sur les deux scènes de crime. On le retrouve sur un mégot à l'intérieur de la maison, mégot qu'elle a laissé ici. Ça veut dire aussi beaucoup d'amateurisme. Oui, ça milite effectivement. Ça milite effectivement sur la théorie d'auteurs non organisés, dans la précipitation, effectivement peut-être en manque ou sous cocaïne ou sous l'influence de produits psychotropes. En tout cas, effectivement, pour répondre à votre question, il n'y a aucune logique dans l'aspect crapuleux. Si ça manque de logique, comment vous allez travailler? Quelles vont être les prochaines étapes désormais? Alors les prochaines étapes, tout d'abord, c'est avoir accès au dossier. Puisque pour le moment, puisque l'enquête s'est beaucoup accélérée depuis quelques jours, sur un rythme très rapide, pour le moment, le mari de Karine Fouché n'est pas encore constitué partie civile dans l'information judiciaire. Ça va être fait très prochainement, ce qui va nous permettre d'avoir accès au dossier et de connaître les éléments qui ont mené les enquêteurs à tout cela. Ça va nous permettre aussi d'identifier les zones d'ombre, puisque le mari de Karine Fouché, comme toutes les victimes, la première chose qu'il veut, c'est savoir ce qui s'est passé. Le deuxième, c'est qu'il veut qu'on attrape les auteurs. On est, semble-t-il, plutôt en bonne voie, mais il veut savoir exactement qu'est-ce qui a conduit à ce drame. Et donc, la consultation du dossier va nous permettre à la fois de savoir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le dossier, et puis qu'est-ce qui reste comme zone d'ombre. Parce qu'il reste quand même un certain nombre de zones d'ombre dans ce dossier, sur le cheminement des auteurs, sur la durée, sur... Mathias, il y avait eu de la peur au début parce que le mode opératoire laissait penser qu'il y avait peut-être un tueur en série avec, vous le disiez, un principe de rituel, donc on pouvait s'inquiéter. Comment on réagit là depuis vendredi, depuis ces mises en examen? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les différents entourages, à la fois de Jacques Sanson et de Karine Fouché? Alors il y a 2 enjeux principaux. D'abord, c'est évidemment de la satisfaction des deux côtés, de l'entourage de Jacques Sanson et de celui de Karine Fouché, qu'on ait attrapé les suspects présumés, en tout cas que l'enquête avance significativement. En revanche, j'ai pu m'entretenir avec la sœur de Jacques Sanson, qui, elle, se réjouit évidemment que des suspects aient été attrapés. Néanmoins, elle est obsédée par cette amputation des 2 membres de son frère. Elle se demande pourquoi cette violence. Elle aimerait avoir des réponses là-dessus, réponses qu'elle n'a pas encore obtenues pour l'instant, parce qu'on va rappeler que les 2 individus à ce stade nient les faits ou se rejettent la faute, d'ailleurs, selon les dires du procureur de la République d'Orléans. Donc, satisfaction, mais zone d'ombre aussi du côté de l'entourage de Karine Fouché, où on aimerait savoir définitivement, comprendre définitivement, mais c'est sans doute le cas, que Karine Fouché est une victime collatérale dans cette affaire, elle se trouvait définitivement au mauvais endroit, au mauvais moment, et j'imagine que pour faire son deuil, c'est important de prendre en compte ce paramètre-là aussi. Et de connaître la vérité. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. On continuera évidemment à suivre avec attention l'évolution de cette enquête. Vous restez avec nous dans Affaires suivantes. Dans un instant, les coulisses de la semaine et l'enquête toujours en cours après la mort d'Elisa Pilarski. Cette jeune femme de 29 ans est morte il y a 15 jours maintenant, en pleine forêt, vous le savez, attaquée par des chiens. Alors les siens, ceux d'une chasse à courre, des chiens errants, toujours beaucoup de questions et de
zones d'ombre. Où en est l'enquête aujourd'hui? Comment travaillent les enquêteurs depuis maintenant 15 jours? Tous les détails, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Dans un instant, les invités de la semaine. Nous recevrons notamment les avocats de Willy Bardon. Cet homme reconnu coupable vendredi soir du viol et de la séquestration d'Élodie Kulik. La mort de cette jeune banquière de 24 ans en 2002 avait suscité beaucoup d'émotions. Vendredi soir, à l'énoncé du verdict, Willy Bardon s'est empoisonné en avalant du pesticide en pleine salle d'audience. Il est toujours en réanimation. Retour sur un procès hors norme. Dans un instant, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Les coulisses d'une enquête toujours en cours. Elle avait 29 ans seulement. Elle était enceinte de 6 mois. Elisa Pilarski est morte il y a presque 3 semaines alors qu'elle promenait ses chiens dans une forêt de laine. Morte des suites de morsures de chiens. Mais de quels chiens, justement? Les siens, ceux d'une chasse à courre ou des chiens errants? Plusieurs détails intriguent, comme le fait qu'elle ait été retrouvée dénudée. Il y a 8 jours, Elisa Pilarski était donc inhumée, mais sans que la vérité n'ait encore été dévoilée. Alors que se passe-t-il depuis plusieurs semaines d'enquête? Comment travaillent justement les spécialistes sur ce dossier? Le décryptage avec Dominique et notre invité dans un instant, juste après le résumé des faits signé Stéphanie Zenati. 3 semaines après la mort d'Elisa, la question reste entière. Quel chien a ou ont mordu la jeune femme et provoqué son décès? À ce stade, la police judiciaire de Creil, saisie de l'enquête, planche toujours sur plusieurs hypothèses. Une attaque de la victime par le chien qu'elle était partie promener, Curtis. Une rencontre avec des chiens errants dans la forêt. Ou encore, des morsures dues à une meute engagée dans la chasse à courre qui se tenait ce jour-là. 3 pistes, et pour l'instant, aucun résultat probant. Les auditions se multiplient. 67 prélèvements ADN ont été réalisés sur les animaux possiblement impliqués. C'est un laboratoire privé qui est en train de recouper ces analyses et celles effectuées sur le corps d'Elisa. Les chiens de la chasse à courre ne sortent plus du chenil. Curtis, le chien de son compagnon, est toujours en quarantaine, soumis à un examen comportemental. Les résultats de ces tests ne sont pas attendus avant plusieurs jours, mais le problème, c'est qu'au-delà des données scientifiques, il reste également des zones d'ombre qui viennent compliquer encore un peu plus la tâche des enquêteurs. Et notamment, ce message écrit par la jeune femme sur son compte Facebook quelques instants avant sa mort. Un post dans lequel elle s'inquiète de l'attitude d'un malinois, non tenu en laisse. La police recherche toujours l'animal ainsi que son maître. Le mystère demeure, l'enquête est toujours en cours. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour homicide involontaire par maladresse. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe depuis plusieurs semaines d'enquête. Général François Daoust, bonjour. Vous êtes l'ex-directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Évidemment, on a besoin de vos lumières. Peut-être, Dominique, d'abord, dans un instant, quelles sont les pistes aujourd'hui à l'étude dans cette affaire? Alors Elisa Trana l'a parfaitement raconté dans le sujet qu'on vient de voir. Donc la piste des chiens. Curtis, le chien que promenait Elisa, qui était le chien de son compagnon, et qui s'était habitué à elle. Elle avait rencontré ce garçon il y a une année, je crois, à peu près. Est-ce que ce sont les chiens de la meute, de la chasse à courre? Est-ce que c'est un chien errant, puisque elle aurait téléphoné, elle avait téléphoné à son ami Christophe en lui disant « il y a un chien qui traîne ici et j'ai peur ». On sait que l'autopsie confirme que le décès, donc je cite le procureur de la République de Soissons, a pour origine une hémorragie consécutive à plusieurs morsures aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête d'Elisa, et d'un décès qui survient entre 13h et 13h30. L'heure est importante puisqu'il y a discussion sur l'heure du départ de la chasse à courre. La chasse à courre, on a une version, elle part à 13h, une autre, elle part à 13h30. Si elle est partie à 13h30, ça exclut bien évidemment, puisque à ce moment-là, Elisa est déjà décédée, l'hypothèse que les chiens de la meute soient à l'origine de la mort d'Elisa. Toute dernière chose et rapidement, le corps d'Elisa était dénudé, c'est ce que dit celui qui l'a retrouvé, son ami Christophe, qui est allé la chercher, dénudée. Elle était en soutien-gorge, le pantalon baissé, et à côté d'elle, il y avait son manteau et une écharpe, et son écharpe posée au sol. Donc, évidemment, ce sont des éléments
qui intrigue dans le contexte qu'on connaît. Ça pose beaucoup de questions. 62 chiens dans la meute de cette chasse à courre, 5 chiens qui étaient avec Elisa. Ça fait 67 animaux sur lesquels ont été faits des prélèvements. Il y a donc des analyses en cours à l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. On est habitué à ce genre de travail, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait précisément ? Alors il faut voir d'abord qu'est-ce que c'est qui a été demandé. Est-ce que c'est retrouver l'ADN sur les chiens, l'ADN de la victime ? Certainement. Donc là-dessus, il y a tout un travail. Il faut savoir que dans la bouche des chiens, il y a des enzymes qui détruisent rapidement l'ADN parce qu'il y a beaucoup d'acidité. Et là-dessus, c'est une réalité scientifique. Donc des analyses ne sont pas simples. C'est pour ça que ça prend du temps ? Ça prend du temps parce que le temps du scientifique n'est pas le temps du médiatique. Et il y a beaucoup de vérifications à faire. Il ne faut pas, bien sûr, se tromper. Et il faut respecter des protocoles scientifiques quand on sait que les échantillons sont très sensibles comme ça. Il y a un autre type d'analyse qui peut être faite. C'est sur la victime. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. C'est faire des prélèvements, bien sûr, en recherche d'ADN, si elle a été agressée, s'il y a un agresseur en plus, un maître de chien ou qui que ce soit qui ait traversé aussi la forêt. Mais on peut rechercher aussi de l'ADN animal. C'est-à-dire, dans les plaies, qu'est-ce que l'on retrouve comme salive animale? Et à partir de ce moment-là, c'est arriver à trouver au moins l'espèce, la race de chien qui a pu l'agresser. Donc identifier la race de chien, ce qui permettrait donc de savoir d'où il vient. C'est un peu plus compliqué pour les laboratoires, parce que autant les machines sont les mêmes, la recherche d'ADN, autant les kits, les fameux kits qui permettent de la révélation de l'ADN et l'amplification ne sont pas les mêmes. Et les programmes qui permettent d'obtenir les résultats avec les données statistiques ne sont pas les mêmes. Donc là, ça complique un petit peu encore les analyses, si tant est qu'elles aient été faites. Général Daoust, les chiens n'ont pas tous la même mâchoire. Un American Staff, le chien Curtis, celui du compagnon d'Elisa, n'a pas la même mâchoire qu'un chien de chasse qui a une gueule plus allongée, plus effilée. Est-ce que les traces de morsures qu'on va retrouver malheureusement sur le corps d'Elisa peuvent donner un indice sur l'emplacement des dents, la largeur de la mâchoire et permettre de retrouver le chien qui a mordu, même si c'est un chien de la meute ou si c'est Curtis ou si c'est un autre chien? Je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous satisfaire, c'est oui et non. Pourquoi? Oui, si jamais il y a une morsure avec préhension, mais pas tentative d'arrachement. Si ce sont des morsures qui ont généré un arrachement, il sera très difficile de reconstituer la forme d'une mâchoire. Voilà. Là-dessus, voilà pourquoi je dis oui et non. Un point de complexité dans ce dossier sur lequel vous pouvez peut-être nous éclairer, le chef des gendarmes qui devait s'occuper de cette affaire était dans la forêt ce jour-là, et du coup il a été dessaisi de l'affaire. Expliquez-nous pourquoi et ce que ça implique. Alors, c'est une réaction tout à fait normale du parquet. Il y a le patron des gendarmes qui est là, qui participe à la chasse, etc. On ne peut pas décemment laisser l'enquête à un de ces services au risque de laisser à croire que ces services vont exonérer, etc., etc. Même si... qu'il aurait été de parti pris pour les partisans de la chasse à courre. Même si l'honnêteté là-dessus des enquêteurs n'est pas à remettre en doute, ça évite toute suspicion qui pourrait être soulevée par la défense, par un avocat, par qui que ce soit. On dessaisit le service et on le confie à un autre service pour qu'il n'y ait pas de mélange de genre. Voilà. Est-ce que le fait qu'Elisa soit déshabillée, que ses vêtements soient posés à côté d'elle, on parle de son manteau, de son écharpe, elle est encore en soutien-gorge, son pantalon est baissé, est-ce que ça plaide en faveur, mais d'une agression par des chiens? Alors, il faudrait vraiment avoir les photos de la scène d'agression et suivant si on a réellement ces éléments-là, ça pose question. Ça pose question, savoir comment se fait-il qu'elle ait été dénudée. Est-ce qu'elle est dénudée parce que tout est bien rangé et on a vraiment quelqu'un qui est venu la dénuder? On n'a jamais vu des chiens déshabiller leurs victimes. Non. Mais par contre, on voit les chiens qui sont en capacité d'arracher des vêtements. Bien sûr. Voilà. Donc là, la scène, comment elle est exactement, pour faire la différence entre ce qui pourrait être le passage d'un homme et
ce qui a été l'agression par les chiens. Et on le voit bien, il faudra attendre les premiers résultats d'analyse. Ce sera dans les prochains jours, dit-on, du côté des spécialistes qui travaillent dessus. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer, Général François Daoust, sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Il aura fallu 17 ans pour que la justice condamne un homme dans l'affaire Élodie Kulik. Cette jeune femme de 24 ans a été poursuivie alors qu'elle rentrait chez elle le soir du 10 janvier 2002. Poursuite en voiture, puis viol en réunion, puis meurtre sauvage. Aujourd'hui, c'est l'appel de 26 secondes qu'elle avait réussi à passer au secours qui a permis de condamner un homme, Willy Bardon, qui a écopé de 30 ans de réclusion criminelle. Celui qui a toujours clamé son innocence s'est empoisonné à l'énoncé du verdict en pleine salle d'audience. Alors son profil, c'est 13 jours d'audience hors norme. Dans un instant, on va essayer de tout décrypter avec notamment les avocats de Willy Bardon, juste après le rappel des faits, le rappel de ces audiences avec Elisa Tran. Seul dans le box des accusés, quelques secondes seulement après l'énoncé du verdict, 30 ans de réclusion criminelle, Willy Bardon a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant un produit pesticide. La Cour venait de le condamner pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'Élodie Kulik. L'affaire Kulik commence le samedi 12 janvier dernier quand un agriculteur de la région de Tertry dans la Somme découvre un corps à moitié calciné au bord d'un chemin. La nuit du 10 au 11 janvier 2002, la route est gelée, le brouillard épais. Élodie Kulik, jeune directrice d'agence bancaire, roule prudemment sur une départementale entre Saint-Quentin et Péronne, jusqu'à ce qu'une autre voiture provoque un accident. À bord, des hommes qui vont emmener la jeune femme à quelques kilomètres de là, sur cet ancien terrain d'aviation, pour s'en prendre à elle physiquement. Élodie est violée puis brûlée. L'affaire s'annonce délicate. Aucun témoin pour aider les gendarmes. C'est seulement en 2012 qu'un ADN va faire avancer l'enquête. Celui de Grégory Viard, décédé dans un accident de la route quelques mois après le meurtre d'Élodie Kulik. Sa culpabilité ne fait aucun doute, mais il n'était pas seul ce soir-là. Au moins un autre homme a participé au calvaire de la jeune femme. Le prouve un appel aux pompiers passé juste après l'accident. Pendant 26 secondes, glaçantes, Élodie Kulik hurle. Derrière elle, plusieurs voix masculines. L'enregistrement est de mauvaise qualité, mais conduit à la mise en examen en 2013 d'un Picard, Willy Bardon. 5 personnes proches de la personne mise en examen ce jour ont reconnu sa voix. Près de 18 ans après les faits, lors de ce procès à Amiens, Willy Bardon a continué à nier toute implication dans cette affaire. « Je n'y étais pas », a-t-il lancé au père d'Élodie Kulik. Alors on va essayer d'y voir plus clair dans cette affaire qui paraît encore compliquée aujourd'hui avec nos invités. Tony Poulain, bonjour. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Vous avez suivi ces 13 jours d'audience. Vous connaissez parfaitement cette affaire. À vos côtés, Maître Gabriel Duménil, bonjour. Merci d'être là. Maître Marc Bailly, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes les avocats de Willy Bardon, cet homme dont on parle beaucoup puisque, on le disait, il s'est empoisonné à l'énoncé du verdict. D'abord, quelles sont les dernières nouvelles le concernant? Bien écoutez, les dernières nouvelles sont, on va vous dire, plutôt rassurantes, même s'il faut rester très prudent. On a des dernières nouvelles du procureur d'Amiens qui nous dit que la réanimation se poursuit, mais le pronostic vital quand même reste engagé. Donc il faut rester extrêmement prudent s'agissant de cette nouvelle. On pense bien fort à lui, ses avocats, et avec Stéphane Dacot, effectivement, nous essayons d'avoir plus de nouvelles. Voilà. Maître Duménil, Maître Bailly, comment est-ce qu'il a pu avaler ce pesticide? Où est-ce qu'il l'avait? Est-ce qu'il a été fouillé? Comment ça a pu se produire? Vous savez, oui, évidemment, il a subi une fouille minutieuse, mais on le sait, surtout quand on est pénaliste, c'est très difficile d'empêcher un homme de se suicider, surtout quand on voit le procès, tout ce qu'il a subi pendant ces années, malgré le fait qu'il clame son innocence depuis le départ. On voit bien que c'est un geste auquel il avait réfléchi. Il avait prévenu, d'ailleurs. Il avait dit, si je suis condamné, je me suiciderai. Mais vous savez, ce sont des mots qui parfois peuvent être interprétés de différentes manières et c'est bien ça qui est très compliqué. C'est la réalisation ou pas du geste. Ce que nous disons avec Marc Bailly et Stéphane Dacot, c'est que ce qu'on a fait subir à cet homme qui clame son innocence depuis 10 ans, après tout ce qu'il a vécu, après l'annonce d'un verdict dont on le dira, dont on va faire appel, qui est à la fois assez incompréhensible quand même, 30 ans de réclusion criminelle, assez incompréhensible s'agissant des qualifications qui ont été retenues et s'agissant du dossier. On peut comprendre que cet homme qui soit à bout veulent mettre fin à ses jours. On va rentrer dans le détail, évidemment, de ce qui s'est passé ces 13 derniers jours. Tony Poulain, comment vous l'avez vu,
Willy Bardon? C'est un homme qui n'a pas cessé de clamer son innocence, mais c'était le cas pendant toute la procédure. D'ailleurs, ce qui me frappe dans ce procès, c'est que finalement, on a passé 90 heures d'audience étalées sur 13 jours pour finalement aboutir au même point que là où on en était au début, c'est-à-dire le dossier. Un homme qui clame son innocence. Il n'y a pas de charges nouvelles qui se sont révélées pendant le procès. Le procès était passionnant, mais c'est pas ce genre de procès où vous avez un argument massu qui tombe du ciel et qui fait basculer un procès. Non, on en est resté au même point. C'est un homme qui a vraiment clamé son innocence, qui s'est même adressé directement au père de la victime, Jackie Kulik, pour dire « Monsieur Kulik, j'y étais pas, j'ai rien fait ». Alors justement, je voudrais qu'on écoute Jackie Kulik à la sortie de l'énoncé du verdict. Lui, évidemment, c'est le père d'Élodie Kulik. Il attend la vérité. Il souffre depuis des années. C'est une famille qui a été meurtrie depuis la mort en 2002 d'Élodie Kulik. On écoute Jackie Kulik. Je suis content. C'est quand même le résultat de 18 ans de traque. Justice est rendue à Élodie. Et je pourrais les voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe, et puis leur dire que j'ai fait mon travail. L'émotion extrêmement forte de Jackie Kulik, qui a témoigné, c'était mercredi, si je ne me trompe pas. Jeudi matin. Jeudi matin. En larmes, séquence extrêmement forte. Oui, de toute façon, le poids de la partie civile est la caractéristique principale de ce dossier. Les proches de victimes de crimes, traditionnellement, on les imaginait attendant la visite du facteur tous les matins pour savoir si le juge d'instruction amenait des nouvelles de l'enquête. Jackie Kulik, il a été hyper présent. Il a frappé à toutes les portes, des médias, des politiques. On sait que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a suivi de très près cette affaire et a mis la pression sur les gendarmes. Il a été hyper actif pendant 18 ans. Je pense qu'étant donné ce qu'il avait vécu avant, il avait le choix entre s'éteindre et être hyperactif. Sans faire de la psychologie de bazar, il devait être hyperactif. Et il a été encore hyper actif à son procès, avec des avocats de partie civile qui d'ailleurs étaient à son image et qui ont aussi été hyper actifs, combatifs. Oui, c'est une conception de la... Vous avez des parties civiles qui écoutent tout le procès et qui à la fin viennent présenter la douleur des familles. Et puis, tout comme il y a des défenses de rupture, il y a des parties civiles de rupture qui sont très actives. Certains diront même agressifs. Je voudrais vous poser une question technique aux avocats. 30 ans pour Willy Bardon, pour enlèvement, séquestration, viol, suivi de la mort, mais il est exonéré du meurtre. Bien d'accord. 30 ans, c'est une peine énorme. Bon, pour ceux qui nous écoutent, sans manquer de respect à Élodie Kulik, c'est une peine énorme. 30 ans de réclusion criminelle pour ces faits. Est-ce que pour vous, vous avez fait appel, on est dans une erreur judiciaire, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est une peine inadaptée aux faits qui lui sont reprochés? Vous voyez, on a vu M. Kulik et on comprend sa douleur qui est parfaitement légitime. Ce que nous disons, nous, et ce que nous avons dit depuis le début du procès, c'est que l'émotion a pris le pas sur la raison et sur les éléments objectifs du dossier. Vous avez parfaitement raison, 30 ans, s'agissant des qualifications qui sont retenues, c'est-à-dire un acquittement sur le meurtre, mais une condamnation sur les autres chefs de prévention ne justifie pas cette 30 ans de réclusion. Qu'est-ce qui justifie cette condamnation? Pourquoi pas le meurtre et pourquoi le viol, la séquestration? On n'était pas dans le secret des délibérés, donc nous, en tant que juristes, en tant qu'avocats, on a du mal à comprendre. Et on ne va pas réagir à chaud, on va réfléchir, on va aussi essayer de comprendre. Ce qui est certain, et c'est important de le dire pour les téléspectateurs, les premiers jours du procès ont été assez symptomatiques. Quand on a étudié la personnalité de Willy Bardon, un certain nombre de rumeurs, de ragots étaient présents pendant les premiers jours de l'audience et ont pollué toute l'audience. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous fait dire que cette sanction, cette condamnation, elle est guidée par l'émotion avant les éléments objectifs, avant les éléments de preuve qu'on doit attendre devant une cour d'assises. Maître Bailly, je vous repose la même question. Est-ce que la justice a fait une erreur judiciaire ou est-ce que la justice a mal adapté la peine aux faits qui étaient reprochés à M. Bardon? On ne va pas crier au scandale. On ne va pas parler peut-être aujourd'hui d'erreur judiciaire. C'est certainement notre conviction, on ne va pas se le cacher. Notre conviction, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments matériels. Notre conviction, c'est qu'il n'y avait pas d'ADN. Et que le doute aurait dû bénéficier à l'accusé. Ce dossier est pétri de doutes. Il y a du doute partout. Sur la personnalité, sur les éléments de preuve, sur la voix, sur... Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur cet élément fondamental, la voix. Tony Poulain, il faut que vous nous expliquiez, on l'a vu dans le sujet, on a rappelé les choses, mais en gros, il y a cet enregistrement, cet appel de 26 secondes, passé au moment de l'accident par Élodie Kulik au secours. On entend la voix de deux hommes. Cet enregistrement a été écouté multiples fois. Et c'est là où la voix a été reconnue, celle de Willy Bardon. Ce qui est extraordinaire au sens premier du terme dans ce dossier, c'est que la personne qui fait condamner Willy Bardon, c'est Élodie Kulik.
si elle ne téléphone pas, et si elle ne téléphone pas aux pompiers qui ont la faculté d'enregistrer sa voix, elle aurait appelé ses parents n'auraient pas enregistré l'appel. Si elle ne téléphone pas 26 secondes aux pompiers, il n'y a pas de procès Bardon, puisque tout repose sur le fait qu'on entend en arrière-plan 2 voix d'hommes pendant 2 et 1 seconde, et que des proches de Willy Bardon, dans des conditions que la défense peut évidemment contester, que des proches de Willy Bardon ont dit cette voix en arrière-plan pendant 2 secondes, moi je vous dis que c'est celle de Willy Bardon. 6 sur 12. 6 personnes ont dit, 6 personnes sur 12 proches de Willy Bardon ont dit c'est sa voix. Ça montre la fragilité de cette décision. C'est 1 sur 2, c'est 55 ans. C'est 1 sur 2. Alors, et 6 personnes n'ont pas reconnu. Le ministère public va dire que dans les 6 qui ne reconnaissent pas, il y en a 2 qui ont reconnu et qui sont revenus en arrière. Mais voilà, il n'y a que ça dans ce dossier. Le reste, c'est des considérations morales, on en a beaucoup parlé. L'inconvénient avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. Concrètement, ce qu'il y a, c'est 26 secondes, 2 voix d'hommes, l'une pendant 2 secondes, l'une pendant 1 seconde. Et puis le fait, quand même, il faut le rappeler, que l'ADN avait permis d'identifier un homme décédé et que cet homme faisait partie des meilleurs amis de Willy Bardon. Le même club de 4x4 auquel il participait. Les avocats de Jackie Kulik ont plaidé beaucoup pour expliquer que la voix devait être reconnue comme un élément formel de preuve. Vous, évidemment, ce n'est pas votre conviction. Qu'est-ce que vous dites sur cet élément-là précis ? Mais c'est assez simple. Nous avons eu un défilé d'experts tout au long de la procédure. On a dû se battre tout au long de l'instruction pour faire reconnaître qu'en réalité, sur cette voix, on ne pouvait rien reconnaître. Aucune analyse scientifique, aucune analyse phonétique n'est possible. Ce qui se passe et ce qui reste dans ce dossier, c'est que certaines personnes les gens peuvent reconnaître, ont leur raison de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Ce qui est certain, c'est qu'il ne reste pas grand-chose finalement. Vous savez, au Maradad, il y avait ces murs, ces inscriptions teintées de sang. Dans l'affaire Dreyfus, il y avait le bordereau. Bon, bah, l'affaire Kulik, c'est cette voix qu'on ne peut pas reconnaître et qu'on ne peut pas interpréter, parce que toute la science nous dit qu'on ne peut pas. Jacques Vergès, qui était l'avocat de l'affaire Omar, criait au scandale, lui, il aurait crié à l'erreur judiciaire. Et justement, une petite précision, les personnes, la majorité des personnes qui ont reconnu la voix de Willy Bardon sur une bande de qualité médiocre l'ont reconnu alors qu'ils étaient placés eux-mêmes en garde à vue. Et c'est ce qu'on a dit tout au long du procès. Attention à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Attention aux raccourcis. Et les différents experts qui sont venus à la barre ont tous dit il faut appliquer une méthode scientifique, et ça n'a pas été le cas pour ces reconnaissances. Ils ont cru, ils ont condamné Willy Bardon. Vous allez le voir, pour conclure, j'imagine rapidement, qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui dans la vie? Son entourage, le combat à mener, d'après vous, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais qu'est-ce qui reste à un homme qui, depuis 7 ans, clame son innocence, qui a été placé en détention provisoire, qui clame qu'il a perdu son boulot, qui a perdu sa famille, qui a perdu ses amis, qu'il n'y reste plus rien et qui sait qu'il est exclu de la communauté des hommes pendant les 30 années à venir? Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste des avocats qui vont essayer de se battre pour lui et qui vont faire appel, pour essayer de faire jaillir ce que nous considérons comme la vérité, c'est-à-dire l'innocence de Willy Bardon. Et on imagine que ce nouvel événement n'est pas non plus de nature à apaiser la douleur de l'appel de la dans combien de temps? Réponse rapide. L'appel dès combien lundi. de temps? Alors oui, nous, on va, dès lundi, et après il sera audiencé en fonction de l'état aussi de monsieur. Et dépaysé un peu loin de. Et dépaysé loin de. Ouais, c'est une de vos demandes, effectivement. Ouais. Merci beaucoup à votre d'amener sur le plateau d'affaires suivante. Après ce verdict qui a donc été prononcé vendredi soir. Merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. On vous souhaite un bon dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dominique, on sera là. Bon dimanche sur BFM TV.